Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. C'est un plaisir immense de vous retrouver dans cette émission Grande Tribune à toutes et à tous. Merci de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous parlerons de deux thématiques qui vont faire l'objet donc de votre émission. Premièrement, nous allons nous poser la question de savoir situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le président Félix Tshisekedi fait-il mieux en 5 ans que ses prédécesseurs? Deuxièmement, on parlera du processus électoral. Vous savez, à quelques mois, bientôt nous irons donc voter les différents animateurs d'institutions à mandat électif. Merci messieurs, dames. Processus électoral, est-ce qu'il est irréversible aujourd'hui? Est-ce qu'il faudra nécessairement aller à un dialogue comme le demande une frange de la classe politique et de la société civile, notamment ceux de certaines confessions religieuses et de certains partis politiques qui sont inscrits dans l'opposition? Alors, voilà 2-3 invités avec qui nous allons nous échanger autour de ces deux questions. Professeur Eddy Yeni, bonjour, merci beaucoup de prendre part à ce débat. Grande Tribune, bienvenue à vous. En tout cas, je vous remercie. Je salue mes frères qui sont avec nous sur le plateau. Banaya Tchangou, là vous êtes partout, de partout un peu, juste je vous salue. Banaya Sans Fil, Njili, Selembao, Maluku, Kimbanteke. On m'appelle Nkumuya Tchangou. Juste je salue mes frères. Et singulièrement, vous savez, à Kimbanteke, qui se pose un sérieux problème d'infrastructure pratiquement routière. Nous n'avons que nos 3 principales voies. C'est la plus grande commune démographiquement de la ville de Kinshasa. Mais là, nous manquons pratiquement de tout. Si vous prenez la route Mokali de l'entrée Pascal à Pont, juste là, la route est asphaltée, mais aujourd'hui, il y a pas mal de problèmes. D'abord, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas pour la route évacuer. La route Mokali. Ça fait longtemps que vous en parlez, oui. Toujours pas entendu. En tout cas, on n'est pas toujours écouté par ces gouvernements. Vous avez saisi l'autorité on a écrit à plusieurs reprises. On est allé même voir le gouverneur de la ville de Kinshasa. On a parlé avec les différents ministres de son gouvernement, ça ne tient pas. Et si vous prenez ce sont les tronçons Kibunda, Ngambwa-Pont, ça ne fait que 8 km. Mais le gouvernement ne sait pas pratiquement réhabiliter la voie. C'est là où il y a les postes énergétiques de la SNEL. Ces postes est en mesure d'alimenter tout Tchangou en énergie électrique et une grande partie des Mwamba. Ces postes-là. Mais la SNEL ne sait pas vaguer librement à ses occupations parce que il se pose un problème sérieux, la voie est complètement délabrée. Il y a des hôpitaux, il y a des centres médicaux, il y a des écoles de catholiques. Donc jusqu'à la preuve du contraire, prenez encore la route Nzoko, là où on a enterré l'ancien premier ministre Gizenga. La route est complètement délabrée. La route de Kimbanteke, qui avait quand même une voie, ils sont venus pour faire passer les tuyaux de la régie des eaux. Ils ont pratiquement cassé la voie, mais jusqu'à la preuve du contraire, on ne peut pas la réhabiliter. Il n'y a pas de voie secondaire à Kimbanteke. Anjili, aujourd'hui, il y a un problème de violence urbaine, surtout avec ces jeunes gens appelés Kuluna. À Matankoumou, à Sans Fil, se pose un problème depuis que le gouvernement provincial a financé
et la réhabilitation de la dite route, jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore commencé. Donc on se pose des questions. Pourquoi tout ça? Tchangou, quand on a besoin de se faire élire, tous ces candidats iront à Tchangou, parce que Tchangou est pratiquement le bastion de l'opposition, les bastions du pouvoir. Aujourd'hui, si on veut devenir président de la République, tu sais qu'il est allé se faire enrôler à Tchangou. C'était juste une manière de dire que Tchangou, je vous reconnais, mais une fois au pouvoir, vous oubliez Tchangou. Voilà pourquoi, Bana Tchangou, là où vous êtes, comprenez un peu le G. Il est question cette fois-ci d'élire des votés utiles, des votés de gens qui seront vraiment des solutions à vos problèmes. Les gens qui dirigent les communes, ce ne sont pas des personnes qui sont élues. On va prendre le bourgmestre. Aujourd'hui, ils ne sont pas élus. Peut-être qu'on va prendre même le gouverneur. Le gouverneur, il n'est pas élu au niveau du suffrage universel, c'est au niveau des députés provinciaux qui est élu. Donc là, se pose encore un certain problème. Bon, cette démocratie... Sous la responsabilité des dirigeants que vous avez dans vos entités territoriales décentralisées. C'est une question qu'il faudra peut-être essayer de régler. Cette démocratie est inachevée. Parce que du point de vue légal, je vous repasserai la parole. Cette décentralisation est inachevée. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie locale dès lors que les élus, en fait, les gestionnaires, les autorités locales ne sont pas de produits de leur base. Donc cette démocratie est inachevée et je dirais même cette démocratie s'est vue aujourd'hui un luxe. Très bien. Importée de l'Occident, on ne sait pas l'implémenter, ça pose problème. Merci beaucoup. Monsieur Héritier Ngashi, ordre d'arrivée. Comment allez-vous, très cher? Ça fait très longtemps que vous avez été ici. Comment ça va? Bonjour messieurs, dames, merci de cette opportunité. Je vais bien, merci. Mes salutations à mes débatteurs avec lesquels nous allons interagir dans ce plateau. Mes salutations à l'ensemble de notre peuple se trouvant ici et en dehors de nos frontières. Soyons rassurés que nous sommes à nouveau invités dans ce plateau pour répondre, essayer d'étayer la lanterne de l'opinion publique face à toutes les préoccupations qui sont le leur. J'ai un petit dossier que je voudrais ici mettre en lumière. J'ai été saisi par une famille habitant Mbinza Zone vers l'arrêt DGC. Là, je suis bien entendu de l'autre côté. Il y a des câbles électriques qui, bien entendu, se trouvent au-dessus de tête des mamans sur l'avenue Loa. Je suis allé personnellement sur le lieu. J'ai des images, c'est affreux. C'est affreux ce que je vis. Cette famille a voulu bien mener des plaidoyers au niveau de la SNEL, des autorités, pour que pareille situation ne cause pas de dégâts. Souvenez-vous, nous avons eu un cas similaire à Matadi Kibala. Le fil électrique circulant au-dessus de tête. Mais là, ce n'était même pas au-dessus de leur tête. C'est en réalité comme le fil pour les habits au-dessus des mamans qui vendent au péril de leur vie. Nous avons mené des démarches qui sont restées vaines. Nous pensons que les autorités de la SNEL pourront s'enquérir et bien entendu agir pour faire les économies de vies humaines. Parce que la vie, en tout temps et en tout lieu, doit être préservée. Au lieu de venir enterrer le corps, au lieu de laisser les familles dans la tristesse, dans la misère, comme ces filles à Matadi Kibala, nous devons les préserver en évitant qu'il y ait des scandales au niveau des DGC sur l'avenue Loya. Et je salue le courage de cette famille qui mène des plaidoiries, mais malheureusement jusqu'ici, qui n'ont pas trouvé gain de cause. Et j'interpelle les autorités de la SNEL quant à ça. Merci beaucoup pour ce plaidoyer, Monsieur Héritier Ngashi. Alors, Monsieur José Kaniki, au cadre de l'ACP, parti politique dirigé par Monsieur Jean-Tini Ngobila, autorité de référence du parti. Comment allez-vous, Monsieur Kaniki?
Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous savez, lorsque le Seigneur vous accorde déjà les souffles de vie, c'est ça l'essentiel. J'ai dit bonjour à mes frères avec qui nous partageons ce plateau, et bien sûr à vous, mais aussi aux nombreux téléspectateurs de la grande émission Grande Tribune. Je ne sais pas pourquoi ça fait longtemps, mais heureusement que je suis là aujourd'hui. Vous savez, c'est une actualité. Hier, mon autorité morale, monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, s'était présenté devant ses contrôleurs. Les contrôleurs, ce sont les députés provinciaux. Parce que tout simplement, il y avait eu une motion de déchéance. Vous savez, nous sommes en démocratie. Heureusement que le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka ne se reproche de rien. Voilà pourquoi il a accepté la démocratie et de pouvoir répondre vis-à-vis de ses interlocuteurs. Au-delà de ça, il arrive là pour donner toutes les explications. Parce que vous savez, très bien, vous êtes un journaliste averti, qu'il y a l'ancien président de la PK, monsieur le président pasteur Saper Godempoy, qui ne fait que des déclarations à longueur des journées. Pasteur Saper, s'il vous plaît, soyez un peu plus élégant, mais évoluez dans votre... Soyez élégant. Un pasteur ne peut pas être sapeur. Faut pas l'appeler Donc vous pensez que lorsqu'on est pasteur, c'est bon. Lorsqu'on est sapeur, là, ça devient un problème. Mais pourquoi l'appeler sapeur? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je continue en disant, si même. vous voulez que je retire. Le pasteur, ancien président de l'APK, l'homme à 218 diplômes. Je continue en disant ça. Vous savez, il fait des déclarations, des affabulations même, des accusations malencontreuses dans le sens en ternissant l'image et de ses autorités de Kinshasa, les autorités de Kinshasa, mais aussi de la ville auprès de banques, en disant que la ville était endettée à hauteur de 150 millions de dollars. Chose qui est un mensonge, un grossier mensonge. Voilà pourquoi les députés ne sont pas d'accord avec lui et ils l'ont mis même en accusation. Et voilà qu'il est tombé. Mais au-delà de ça, la motion de défiance a tout simplement été rejetée. Parce que tout simplement, il y a deux députés qui ne se sont pas retrouvés dans ce qui avait été fait et dans ce qui avait été dit. Voilà un peu l'actualité par rapport non seulement à l'ACP, mais aussi au gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka. L'homme qui est toujours combattu, fort heureusement, jamais abattu et pas du tout battu. Toujours combattu, mais jamais abattu, et fort malheureusement, jamais battu. Fort heureusement. Monsieur Jean-Tini Ngobila passe quand même des moments difficiles, hein, monsieur. Oui, c'est vrai. Il a été clair, hein, il le regrette. S'il vous plaît. Pourquoi? Non, il a été clair, parce que je prends sa conclusion. Il dit malheureusement jamais battu. Malheureusement. Fort heureusement. Non, il dit malheureusement. S'il vous plaît. Donc il conclut en disant que lui regrette pourquoi Jean-Tini Ngobila est là. C'est un peu sa conclusion. Merci beaucoup. Lorsqu'il dit malheureusement. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Donc il remet en question le travail de l'Assemblée. Faites bien. Là, vous êtes vraiment Vous n'avez pas la parole, professeur Yeni. Vous n'avez pas la parole. Vous savez... Comment expliquez-vous, vous êtes du parti de M. Jean-Tini Ngobila Mbaka, les arriérés de salaire et plutôt les impayements au niveau des institutions provinciales, les ministères provinciaux. Comment expliquez-vous ça? Même il y a une marche qui a été prévue pour le lundi passé. Comment expliquez-vous tous ces impayements si les dossiers 150 millions est faux? Pourquoi ces gens ne sont pas payés? Vous savez, je n'aimerais pas entrer dans la compréhension ou l'incompréhension de mon frère et ami. Vous êtes libre d'interpréter mes paroles comme vous voulez, mais ce que je sais, la réalité est que monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila est fort heureusement jamais abattu et ni même battu. Par rapport à votre question, monsieur Dan, vous savez que en réalité, il faudrait le dire, que la ville de Kinshasa a des problèmes de moyens, a des problèmes de liquidité. Vous avez présenté mais c'est sur fonds propres. Votre budget qui a été voté par l'Assemblée provinciale que vous devez exécuter. Où se situe le problème? Dans la collecte des recettes? Exactement. Vous avez donné toute la réponse. Parce que vous savez, lorsque vous avez un programme, vous devez le mettre en pratique.
Et vous devez avoir le moyen pour mettre ces programmes en pratique. Mais lorsqu'il y a des problèmes de rétrocession à gauche, lorsqu'il y a eu des problèmes de la Covid ou les centres commerciaux par rapport aux taxes, par rapport aux impôts, on a eu à, comment on avait dit ça, on a à fermer, j'ai oublié un peu le mot, lors de la Covid-19. Tout Kinshasa a été fermé. Comment maximiser les recettes? Comment mettre en branle votre programme? Mais sur fonds propres, avec le peu de moyens, avec ces combats-là, voilà pourquoi on a eu à s'occuper d'abord de ce qui est bénéfique pour les Kinois, c'est-à-dire les infrastructures. Parce que M. Yanni venait de vous parler ici d'une route. Mais si je lui dis que M. le gouverneur, depuis qu'il est là, en 4 ans et demi, a pu construire plus de 25 routes, réhabiliter 25 routes. Il y a Mamaïemo, il y a tout ça. Quelle est la part de responsabilité entre les bourgmestres, les gouverneurs et les chefs des quartiers dans la gestion de la ville de Kinshasa? Vous savez que... La part de chaque autorité. Au fait, la gestion s'est faite en synergie. À chaque niveau, il y a des responsabilités. Les responsabilités sont donc partagées. Mais tout le programme, et pour le bourgmestre, et pour, comment dire, le gouverneur, et à tout le niveau, au niveau de la hiérarchisation, il y a un problème d'abord de moyens. Mais l'on fait et l'on se bat avec ce que l'on peut récolter de la part du contribuable congolais ou des Kinois et Kinoises, et l'on fait un travail honorable. Quelque chose? Vous savez, ça fait plus de 10 mois, franchement, que le gouvernement central n'a pas rétrocédé. Voilà pourquoi il y a deux problèmes à ce niveau-là. Merci beaucoup. Nous espérons, vous tous qui travaillez dans les différentes institutions provinciales, que vous serez très bientôt payés. Car le salaire a une vocation, la vocation alimentaire, vous permettre de vivre, hein, vous permettre de tenir. Parce qu'une personne n'est pas payée, on se demande comment la personne va vivre, va se déplacer, va nourrir ses enfants, envoyer à l'école. C'est quand même un peu compliqué. Je pense que monsieur le gouverneur devra voir un peu cette question de cette oreille-là. Tout à fait. S'il n'a pas les moyens, qu'il essaie peut-être de voir... Même les députés provinciaux sont impayés. C'est quand même incroyable. Et vous savez que les députés provinciaux passent nuit au niveau du... Comment on appelle ça? De la primature. Donc c'est au niveau du gouvernement aussi central. On espère vraiment que cette situation sera décantée, car l'impayement, personne ne peut... S'il vous plaît. Alors, on va prendre la première thématique. S'il vous plaît. Vous parlez d'un État d'abord unitaire, je dirais régionalisé, pas décentralisé, ou juste vous avez des provinces régionalisées. Dans des provinces régionalisées, les Congo veut à ce que les députés provinciaux soient payés par les gouvernements centraux. Voilà pourquoi nous parlons d'une décentralisation chaotique. En fait, les Congolais n'ont pas encore... Non, là je ne suis pas contre mon ami. Donc, je ne suis pas contre mon ami. Ils doivent parler. Mais je parle de principe directeur. Quand ils vont à la primature. De cette gestion. La primature, c'est le gouvernement central. Oui, c'est le gouvernement central. Mais en fait, notre constitution a pratiquement subdivisé. Hein? A réparti les pouvoirs aux différentes échelles. Hein? Il y a 3 niveaux de pouvoirs. Il y a les pouvoirs centraux, il y a les pouvoirs juste provinciaux qui sont régionalisés, des provinces qui sont des entités régionalisées, et il y a des entités décentralisées. On ne peut pas, dans la régionalisation, dans un régionalisme constitutionnel, accepter des allégations pareilles. Lorsque le député provinciaux se font pratiquement payés par le gouvernement central, j'ai dit il faut encore changer les modes. Il faut parler pratiquement, je ne sais pas, parler d'un autre mode. Ici chez nous, on fait bien. On ne sait pas qu'il y a aussi des compétences relevantes exclusivement des provinces. Merci. Et ces compétences-là, les provinces doivent les assumer. Même l'éducation. En réalité, l'éducation primaire et secondaire relève des provinces et non du gouvernement central. Donc voilà pourquoi même quand on parle de la rétrocession, des fois ça pose problème parce qu'il y a des charges qui devraient en principe revenir aux provinces qui sont jusqu'à la preuve du contraire sous la responsabilité du gouvernement central. Ça pose problème. Chaque province a une personnalité juridique, ce qui donne la possibilité d'ester à l'extérieur ou prendre des crédits qui peuvent lui permettre de fonctionner. La personnalité juridique donne un certain pouvoir. Oui, voilà pourquoi on a besoin de managers. On veut juste imprimer ces management de résultats et avoir des gens qui auront une certaine vision et qui vont aider nos provinces à se développer. Merci beaucoup. Aider nos provinces à se développer. Le procès électoral de 2023, on a des candidats conseillers municipaux.
ceux-là aussi devront être payés. En espérant vraiment que vous qui serez élus, vous n'allez pas tomber dans l'impayement. Hein. Ça sera un sérieux problème. Le gouvernement doit réfléchir sur comment donc chaque entité provinciale doit réfléchir comment rentabiliser pour, asseoir sa politique gouvernementale. Parce qu'il y a problème de route au niveau de la province. Chaque province a ses prérogatives. Justement, il y a aussi un souci. Il ne faut pas mettre tout sur le gouvernement central. Ça sera quand même, ça va pêcher sous la notion de décentralisation. En réalité, nous n'avons pas encore achevé notre État. L'État moderne que nous avons mis en place n'a pas été achevé. Nous avons limité le niveau de mise en place de cet État à une certaine échelle. Vous avez le niveau national et plus ou moins le niveau provincial, mais qui n'a pas de base, malheureusement. Vous avez des provinces extrêmement pauvres où vous prenez un député provincial d'une assemblée provinciale, vous le comparez à celui d'une autre assemblée provinciale, c'est le jour et la nuit. Mais tous sont des députés provinciaux. Ces disparités sont dues notamment à cette absence de management, cette absence de pouvoir au niveau local. Vous avez des gens qui ne produisent rien, qui attendent que le gouvernement central... C'est un problème d'homme, problème d'organisation. Il y a un problème d'abord, au niveau structurel. L'État que nous avons voulu, l'État moderne, n'a pas été achevé, mais il y a d'autres côtés aussi l'absence de managers pour créer les richesses au niveau local, à même de se doter des moyens de leur politique. Se doter des moyens de leur politique. Nos avenues doivent être asphaltées, hein, s'il vous plaît, chères autorités. Nos avenues, surtout pendant la saison des pluies, c'est vraiment... Kinshasa devient invivable. Il y a même les immondices, et c'est pas du tout intéressant de voir ça dans un État moderne, comme le dit monsieur Ngachi. Alors, mesdames et messieurs, premier sujet, processus, on va prendre plutôt le sujet sur la sécurité, avec la montée en flèche des Ouazalendo, les patriotes, ils ont repris Kichanga. Ils demandent même que les forces armées puissent venir occuper cette cité, parce que les M23 ont été délogés. Alors, situation sécurité dans l'est de la RDC, le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Il a aussi fait des promesses sur cette question. La sécurité dans la partie est, le ventre mou de notre pays. Est-ce qu'il a fait mieux que ses prédécesseurs? La guerre avec Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, et lui il est là depuis quelques années. Est-ce qu'il est en train de faire mieux? Je commence par qui? Monsieur José Kaniki. Merci beaucoup, Monsieur Danzeng. La sécurité au niveau de l'Est. Ce qui est vrai, le président de la République, lorsqu'il arrive au pouvoir, il trouve une situation d'insécurité. Oui. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi. Évidence. Voilà, c'est une évidence d'ailleurs. Voilà pourquoi il avait promis de pouvoir se battre bec et ongle pour nous ramener la sécurité. On se souviendra aussi qu'il a dit, s'il ne pacifie pas l'Est, son bilan sera C'est là tout simplement vous démontre et dénote même la volonté de bien faire pour l'intérêt de son peuple. Dans ses paroles, il faut les voir comme ça et il faut les lire comme ça. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive au pouvoir, il commence d'abord par rechercher un rapprochement avec ces pays qui nous font la guerre depuis des années, depuis des décennies. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, bref, au niveau sous-régional. Ouais. Et au début de sa mandature, cela avait marché parce que tout simplement, et l'Ougandais et le Rwandais avaient quelque part accepté de pouvoir fumer les calumets de la paix. D'où les relations bilatérales entre la RDC et le Rwanda, Kagame à Kinshasa, le président Félix au niveau de Kigali, et j'en passe. Vous comprenez qu'il y avait un certain rapprochement. Et ça avait marché plus ou moins pendant 2 ans. Mais malheureusement, lorsque le monsieur de l'autre côté, c'est-à-dire monsieur Kagame, ayant compris que c'était aussi une stratégie de la part de notre président de la République, c'est-à-dire nous rapprocher, mais aussi créer une forme de synergie à l'interne, pouvoir restructurer l'armée et même éviter à ce qu'il y ait pillage ou continuité de pillage. J'ai beaucoup aimé votre introduction. Vous avez parlé d'une situation qu'il a trouvée. Exactement. Alors,
Ce qu'il a trouvé, qu'est-ce qu'il lui a promis de faire? C'est sur base de ça qu'on va le juger. Ok, je trouve une situation qui est compliquée. Moi, Tshisekedi, président Félix Tshisekedi, je ferai ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a promis de faire pour que nous puissions le juger aujourd'hui sur ses promesses? Il a promis de ramener la paix. La paix. Il a promis de prendre toutes les initiatives possibles pour nous amener vers le chemin de la paix. En fait, c'est ça, les deux promesses d'une manière globale. Et sur les initiatives, il a eu à prendre cette initiative qui a été l'état des sièges. L'état des sièges qui, certes, n'a pas encore apporté les résultats maximum ou maximal, c'est-à-dire la sécurité totale, mais cet état des sièges nous a permis de pouvoir travailler et de ramener une certaine paix, une certaine accalmie, et c'est sur ces résultats-là, encore, n'est-ce pas, au maximum, mais ces résultats nous permettent d'y travailler encore et de continuer de pouvoir rechercher tout simplement une paix totale. L'état a quand même apporté des résultats positifs. Tout à fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous comparons la situation de l'époque où on nous a parlé, selon les enquêtes internationales, de 10 millions de morts, de 12 millions de morts, aujourd'hui, cet état de siège a su quand même, comment on dit ça, limiter les dégâts, a su quand même stopper l'hémorragie. Ça, c'est l'état de siège. Il y a aussi cette initiative, bien sûr que l'accord cadre d'Addis Abeba en parlait, mais ça a été mis en pratique avec ces régimes. La mutualisation avec ces armées, l'armée ougandaise. Et aujourd'hui, pour la première fois, les Ougandais ne tuent pas les Congolais. C'est-à-dire, je vais parler de l'armée ougandaise. Les régimes ougandais ne tuent pas les Congolais. Ils sont plutôt en train de tuer les Ougandais, ici chez nous. C'est-à-dire les RDF. Chose qui n'a jamais été faite. Généralement, quand les Ougandais entraient dans ces pays de manière fortuite, ils se mettaient à tuer les Congolais. Oui. Mais cette fois-ci, ça a changé. Ils tuent les Ougandais. Donc, c'est-à-dire que ce rapprochement nous a permis quand même de pouvoir travailler au niveau de la sous-région pour une certaine entente. Maintenant, je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas que l'entente est parfaite. Mais au-delà de tout, il y a encore cette initiative au niveau... Terminez, s'il vous plaît. Je termine. Oui. Au niveau diplomatique. Vous savez, oui. Parce que la guerre, oui, mais il n'y a pas de fin des guerres ou des paix sans diplomatie. Aujourd'hui, à travers le monde, nous devons reconnaître que la diplomatie a été agissante. Le fait seulement de lever cet embargo ou ces régimes de notification pour restructurer et mieux équiper notre armée, je pense que petit à petit, nous allons vers une paix sûre, bien que ce n'est pas encore total. Merci beaucoup, Monsieur José Kaneki, au cadre du parti ACP, parti donc de l'Union sacrée et de la nation. Alors, Monsieur Héritier Ngachi, pour vous passer également la parole, même question, même thématique. Le chef de l'État a-t-il mieux fait en 5 ans? Mieux faire en 5 ans, oui. Les indicateurs. Moi, j'estime que le président de la République, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, parce que mieux faire, on parle de la sécurité. Oui. Nous sommes de la sécurité, nous sommes dans le secteur sécuritaire. C'est-à-dire il y a une guerre qui a été déclenchée, qui a consumé des vies humaines et qui continue à consommer des vies humaines. L'idéal serait de l'endiguer complètement. Oui. C'est-à-dire qu'on parle des 0 morts à l'est de notre pays. Oui. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à l'objectif des 0 morts. Nous sommes en plein combat. Et comme nous sommes en plein combat, les avancées peuvent être réperçues en termes de l'organisation de l'outil de guerre. C'est dans ce sens-là qu'on dira qu'on a mieux fait ou on n'a pas mieux fait. Parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Logistique. Oui, nous sommes dans un contexte de guerre. Nous tuons, ils nous tuent. Personne n'a les derniers mots sur l'autre. Nous sommes en pleine bataille. Et dans ce contexte, dire qui a mieux fait ou qui n'a pas mieux fait, c'est difficile parce que même une seule vie consumée, c'est une perte de trop. Parce que les gens ont tendance
de faire un parallélisme, une comparaison. Est-ce que les Congolais sont-ils morts beaucoup en masse hier, qu'ils ne le sont pas morts aujourd'hui? Je pense que c'est une comparaison idiote, parce que c'est quand même des vies humaines. Qu'une personne décède aujourd'hui, que 1000 personnes soient décédées hier, ce sont des Congolais. Et donc, c'est difficile de faire des indicateurs. Difficile de faire le parallélisme, de faire une comparaison s'agissant de pertes en vies humaines. On ne peut pas dire que hier, aujourd'hui, on a mieux fait parce qu'il y a encore des morts. Mais comment comparer les deux situations de guerre? Si c'est difficile, on ne sait rien dire alors. Je parle parce que les gens ont tendance de faire des comparaisons en termes de pertes de vies humaines. Oui. C'est-à-dire que hier, il y a eu beaucoup de morts et aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est les politiques publiques mises en place. Voilà. Oui. Ce sont deux indicateurs qui permettent de comprendre non seulement la vision, le management, mais aussi la volonté politique. Tout à fait. S'agissant de ces indicateurs, les gens qui nous font la guerre à l'est de notre pays, ce sont des multinationales. C'est le monde qui nous fait la guerre à cause de nos ressources. Parce que les gens ont tendance à dire les Rwandais. Non, ce n'est pas les Rwandais. C'est le monde qui nous fait la guerre à cause de nos ressources et utilise les Rwandais et compagnie. Comme ils peuvent aussi utiliser les Burundi, comme ils peuvent aussi utiliser l'Ouganda. Donc, dans notre rhétorique, c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Parce qu'il y a des gens qui ont vaincu, bien entendu, les dominations. Le monde, c'est un monde de puissance. Vous avez été dominé. Prenez conscience de votre état de faiblesse et de vulnérabilité. Travaillez pour renverser la vapeur. Ainsi, le monde, l'histoire, c'est une succession de dominations. Vous étiez faible. Difficile de savoir s'il a mieux fait. En tout cas, actuellement, c'est quand même difficile de Il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir, de comparer les temps. Je vais maintenant aller sur le plan des réformes. Parce que ceux qui nous ont fait la guerre, ceux qui nous font la guerre, se sont préparés depuis de longues années. La question de la guerre, ce n'est pas des actions spontanées. Ce sont des actions préméditées, préparées. Avant que vous n'alliez sur les réformes, ils nous font la guerre pour nous piller nos ressources naturelles. Absolument. Il n'y a pas moyen qu'ils prennent ces ressources naturelles sans passer par la guerre. Ici, il y a moyen. Ou qu'on puisse savoir comment négocier avec ceux qui nous font la guerre. S'ils veulent prendre les minéraux, qu'ils les prennent à un certain taux, qu'ils nous ayons la paix. C'est ce que le président... moyen qu'on nous arrive. C'est ce que le président de la République est en train de faire avec la diplomatie. C'est-à-dire persuader ceux qui imposent la terreur, la barbarie et l'insécurité à l'est de notre pays, en lieu et place de venir par des moyens paix orthodoxes, des moyens démoniaques, qu'ils reviennent dans le circuit normal comme il le faisait avec Mobutu à l'époque. Mobutu, à l'époque, négocier avec ce genre-là. Je vous repasse la parole au deuxième tour de table. Voilà, je finis réforme. Vous allez parler des réformes au deuxième tour de table. Deuxième tour. Moi, je finis s'agissant des négociations. Le président de la République a voulu que le monde d'aujourd'hui soit un monde rééquilibré. Avec un nouvel ordre mondial où les échanges entre États sont basés sur le respect mutuel, sur la réciprocité, sur les win-win, ainsi de suite. Voilà pourquoi le président de la République est allé dans tous les salons du monde pour amener ces gens-là. Au lieu d'imposer la sécurité à l'est de notre pays, venez négocier avec le gouvernement établi. C'est-à-dire ces gens-là sont déjà préalablement identifiés. Préalablement identifiés, ce sont les multinationales qui passent par des circuits obscurs, enfin d'alimenter leurs industries, leurs firmes multinationales. Merci beaucoup, monsieur Héritier Ngashi, lui qui est de l'AFDC, il est cadre également dans cette famille politique. Professeur Diény, la même parole, je vous pose la même question. Est-ce que le président Tshisekedi fait mieux, a-t-il fait mieux en 5 ans cette situation de l'Est? En fait, je partirai un peu de ce qu'a dit mon ami à la conclusion de son discours, lorsqu'il dit que le président de la République démocratique du Congo, ses balades diplomatiques avaient pour objectif de se battre pour le nouvel ordre mondial. Je me dis, cette réqualification, papa, de l'ordre existant,
ne revient pas à des États comme les nôtres. Nous ne sommes même pas des acteurs, on est des sujets. Hein, nous sommes des sujets. Hein, dans l'ordre pratiquement, dans l'univers des États, nous sommes des sujets. Parce que, moi je dirais, nos pays là n'ont même pas des politiques extérieures. Hein, parce que notre diplomatie et politique internationale pose problème parce qu'on n'a pas de moyens. On est, tu l'as bien dit, que les États, entre les États, ce sont pratiquement juste de rapports de force. Hein, des rapports de force, oui. Nous produisons des matières premières, mais nous sommes dans un autre où on est plus considéré. Nous, on est pratiquement, on est considéré comme étant des gisements. On est là pratiquement pour se faire exploiter. Hein, on a créé un espace au cœur de l'Afrique, un espace de libre commerce où vous juste, on vous considère dans cette philosophie mercantiliste. Hein, vous n'êtes là que pour leur apporter de matières premières et ces matières servent pratiquement au développement de leurs industries. Mais non, ces changements par pratiquement aujourd'hui, c'est qu'il est vrai que nous sommes en pleine redéfinition géostratégique de l'ordre. En fait, nous tendons là vers un nouvel ordre mondial. Hein, parce que l'ordre impérialiste purement américain semble être un peu à son terme. Et avec l'éveil, je dirais, des BRICS, hein, à la tête la Chine et la Russie, je pense que quelque chose se passe parce que vous avez tous suivi, on a tous suivi le discours des différents États à la barre des Nations Unies. Hein. Les États ne cessent pratiquement de plaider pour une certaine rupture, un nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, l'ordre s'est redéfini parce que quand vous voyez la Chine et les BRICS proposaient déjà une monnaie unique, une banque. On a compris. Banque pratiquement. Revenons au sujet. Hein? Revenons au sujet. On a compris. Mais juste en revenant au sujet, je dirais ceci. Le régime Tshisekedi qui nous a promis le pain et la paix n'a pas pu assurer la paix à sa population parce que il y a pas longtemps où on a vu l'ère militaire, le régime tuerait sur sa population. Le régime tuerait sur sa population, on a vu ça. Le régime, mes amis sont là, parce que M. Ngachi, c'est un frère de ma discipline. Il sait que chez nous, nous définissons l'action du gouvernement comme étant les actes et les non-actes conscients ou inconscients du gouvernement. Pourquoi vous dites ces actes-là, lorsque l'armée régulière tire sur cette armée, c'est une branche du gouvernement. L'armée est une branche du gouvernement et pose des actes au nom du gouvernement. Voilà pourquoi ça veut dire je n'ai pas froid aux yeux pour dire que le régime a tiré cire. Et jusqu'à la preuve du contraire, Bunagana qui était sous notre contrôle est passé de l'autre côté. Aujourd'hui, si nous avons un militaire qui est perdu dans un territoire donné du pays, il tire sur la population, il agit au nom du gouvernement. Ah oui. S'il vous plaît, vous parlez d'un militaire perdu. Ici, nous parlons d'une unité qui a réussi l'ordre de tuer. On doit pratiquement établir les responsabilités. Au-delà de cela, nous parlons ici de la sécurité à l'est du pays. Jusqu'à la preuve du contraire, Bunagana qui était sous notre contrôle est entre les mains de nos voisins. Et la politique sécuritaire de la RDC n'est pas claire. Je parle de la politique sécuritaire. N'est pas clair. N'est pas clair. Parce que lorsqu'on fait pratiquement appel à des forces extérieures, ces forces pratiquement constituées de nos ennemis. Vous savez, lorsqu'on fait appel aux forces extérieures, lorsqu'il est question de définir les politiques extérieures ou les politiques sécuritaires, moi je pense qu'il faut tenir d'abord compte de l'élément sociologique, de l'élément géostratégique. Hein, il faut en tenir compte. Parce que sur le plan géostratégique, là je pense que mon frère Ngachi, que j'aime bien, héritier, comprend bien ce que je dis. Lorsque vous définissez la politique sécuritaire sans pratiquement tenir compte de la donne géostratégique, vous êtes juste à côté. Vous êtes à côté. Ouais. Or, chez nous, on est allé assez, oubliant que nous sommes les grands Congo. Hein, nous sommes les grands Congo. On fait pratiquement appel à des forces
ennemis, à des forces ennemies. Je reviens juste, tous nous avons suivi les différentes déclarations de la famille Museveni, de son fils et de lui-même, voire même l'actuel président kenyan, lorsqu'il était encore vice-président, ces déclarations. Donc on comprend bien que aujourd'hui, lorsque vous parlez du complot international, du complot contre le Congo, moi j'ai dit un État n'a pas d'amis. Hein? L'État n'a que des intérêts. Comme État, on devrait en principe réorienter stratégiquement notre appareil et redéfinir nos objectifs en fonction de ce que nous possédons, savoir comment réorienter notre politique extérieure, donc notre diplomatie et notre politique internationale. Donc ne pas se faire des amis, mais chercher comment avoir des partenaires. J'ai aimé lorsqu'il dit win-win. Donc travailler de manière à gagner, et pour gagner, on doit présenter aux autres des politiques clairement définies, qui soient en fait adaptables aux besoins. Parce que au moment où nous parlons, il y a des capitaux financiers en quête des opportunités d'investissement. Or, le Congo a réellement offert ces opportunités-là, sauf que la politique au niveau du centre, les centres énervés de notre système posent problème. De l'opposition. Vous n'écoutez pas, prof. Voilà. Professeur, quand on vous dit d'arrêter, vous n'écoutez pas. Yéni de Nouvel Élan. Alors, Monsieur José Kaniki, on va faire un deuxième tour de table rapidement pour 2 minutes. On va prendre la deuxième thématique également. Il nous reste combien de temps déjà? On n'a plus beaucoup de temps. Hein. Oui, avec vraiment les sujets. On peut rebondir. Hein. Je crois qu'en tout cas, prenez 1 minute, hein, juste pour conclure sur ce sujet. Et puis nous allons prendre rapidement la deuxième thématique. Oui. En fait, j'aimerais tout simplement apaiser monsieur le professeur Yéni. Lorsqu'il dit que les États n'ont pas d'amis, il doit aussi reconnaître que les États n'ont pas aussi des ennemis. Parce que lorsque vous n'avez pas d'amis, vous devez comprendre aussi que vous n'avez pas des ennemis. Mais vous pouvez avoir des partenaires par rapport à vos intérêts. Et ici, la RDC, notre intérêt c'est quoi? C'est la guerre ou c'est la paix? Ce n'est pas la guerre, c'est d'abord la paix. Le ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, vous me prenez déjà 1 minute là. A dit... Bon, allez-y. Voilà pourquoi lorsque le chef d'État arrive, recherche d'abord la paix avec ses ennemis. Donc, il était dans une bonne démarche. Mais encore une fois de plus, l'on ne peut faire la paix qu'avec son ennemi. Qu'est-ce qu'il privilégie? La diplomatie ou la voie militaire? Je vous dis ceci, dans les relations internationales et dans tout le conflit au monde, il y a toujours la politique du bâton et de la carotte. La carotte, c'est-à-dire la diplomatie. Aujourd'hui, l'Israël et les Hamas sont en pleine guerre. Mais sous coulisses, il y a toujours des émissaires pour la recherche d'une paix. Au-delà de tout, il y a, n'est-ce pas, la guerre. Avez-vous appris très cher, M. Nazeng? Est-ce que la situation est-elle améliorée? Je vous dis clairement, nous n'avons pas encore atteint le maximum de résultats, c'est-à-dire 0 mort. Ça, c'est clair, nous sommes tout à fait d'accord. Mais au moins, nous avons mis les bases, tous les mécanismes, nous avons pris des initiatives qui nous mènent vers cette paix. Soit nous sommes en pleine guerre, d'ailleurs nous sommes déjà, et de l'autre côté, nous sommes en train de parler à travers des canaux diplomatiques, et ça s'est fait comme ça dans tous les conflits du monde. Nous ne réinventons pas la roue en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Héritier Ngachi. Des diplomaties, elle est payante, la voie militaire est également payante. Ou les deux sont payants, ou dénotent d'un certain échec. Aucune voie ne soit supérieure à une autre. Il faut... Qu'est-ce qui est privilégiable? Ce qui est privilégiable, c'est la voie qui amène des résultats escomptés. Parce que dans notre cas, qu'est-ce qui a été privilégié? Dans le cas actuel, nous avons privilégié les voies, toutes les deux voies. Le président de la République est sur la voie diplomatique, en même temps, il est sur la voie militaire de la force.
Parce que le réforme... C'est le feu qui a été décrété depuis un long moment. Ça n'interdit pas de revoir ou d'augmenter la capacité opérationnelle des FARDC. Le feu a été signé à Luanda dans la feuille de route. S'il vous plaît. Ça n'interdit pas de faire des réformes au sein de notre armée. Je vous ai dit, lors de ma première prise de parole, ceux qui nous font la guerre se sont préparés. Mais pendant ce temps ici, la République démocratique du Congo était dans les distractions. On a même pris nos ennemis qu'on a injectés dans notre appareil sécuritaire pour que cela serve de relais, pour que cela travaille à l'interne pour non seulement déjouer toutes les stratégies que nous mettrons en place, mais pour informer à nos ennemis comment ils peuvent nous prendre au dépourvu. C'est énorme. En matière de sécurité de renseignement, il suffit seulement que le nom de votre mission soit connu de votre ennemi pour que vous échouez. Mais nous avions des généraux dans notre armée, obéissants et travaillant pour le Rwanda. Il y a un colonel qui venait d'être tué, Kakoufe. Il était le commissaire de la police nationale congolaise à Bukavu. Il a fui, il a fait défection. Il n'y a pas que lui. Sur les 10 officiers que le président de la République en 2019 a mis à la retraite, 4 ou 6 d'entre eux ont rejoint la M23. Officiellement, à partir d'ici, ils sont allés au Congo-Brazzaville et de Congo-Brazzaville, ils sont allés au Rwanda. Avec une armée de cette manière, comment voulez-vous gagner la guerre? Des officiers supérieurs et généraux corrompus jusqu'à la moelle épinière. Des gens qui vendent les tenues, les munitions, les armes à nos ennemis. Donc, les problèmes mal situés. Les problèmes, c'est au niveau de l'organisation de cet outil sécuritaire. C'est là où le président de la République est en train de gagner. Parce que les réformes qui sont entreprises en ces moments prouvent que nous aurons un outil de guerre capable de répondre coup par coup à celui qui dérange les intérêts de la République. C'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Nous sommes en train de le faire. Je l'ai dit dans plusieurs de mes prestations. Parce que le professeur a la malchance d'avoir quelqu'un qui a une petite maîtrise dans le domaine sécuritaire. Il est politologue comme moi, mais dans la sécurité, il ne s'y connaît pas. D'après les normes en matière de défense, ça, ce sont des normes. En matière de défense, professeur Yeni, le budget de la défense, c'est 2% de PIB. Même l'Union européenne est en train de tout faire pour augmenter, revoir son budget de défense à 2% de son PIB. Merci. Le Congo a 60 milliards comme PIB. Merci. Et notre budget en matière de défense avoisine les 1,5 milliard de dollars. Merci. Ça montre que nous sommes en train de mettre des moyens suffisamment au niveau de l'armée pour que notre outil de guerre soit capable de défendre l'intégrité du territoire. Merci beaucoup, monsieur Héritier Gachi, professeur Yeni. Pour finir, quelle proposition feriez-vous? Parce que vous avez critiqué ce qui est fait aujourd'hui. Vous avez dit que l'armée est en train de tuer. Vous avez dit que les politiques sécuritaires qui ont été entreprises n'ont pas donné les fruits escomptés. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, j'aime un peu cette procuration dans le chef de l'élite congolaise, hein, surtout africaine. Lorsqu'on produit bien les raisonnements exotiques, mon ami Ngachi dit, on dit le budget militaire doit être, c'est équivalent à 2% de votre PIB. Mon cher, vous savez les besoins diffèrent d'un pays à un autre. On ne définit pas le besoin sécuritaire en fonction de votre PIB. Là, ce sont des hypothèses avancées par des organismes internationaux, C'est juste parce qu'on n'est pas la France, on n'a même pas la taille de la France, mais nos besoins peut-être en termes sécuritaires aujourd'hui, hein? Aujourd'hui peut-être on a des besoins plus que le français, parce que nous on est en pleine guerre. Ne me dites pas juste de penser, hein, de penser de la même manière que celui qui est en paix. Ou bien, je peux dire, parce que les politiques publiques sont orientées en fonction de besoins en présence. Lorsque je suis en guerre, pensez-vous qu'un État en guerre va vous faire de calculs du genre, les organisateurs disent non. On définit, voilà pourquoi on doit être un État sérieux, autonome et responsable. C'est là où nous parlons de l'inculturation. C'est là où nous parlons de l'inculturation. Lorsqu'on est en face de cette élite, hein, un certain moment qui s'est fait corrompu. Corrompu pourquoi? En fait, on vous a tellement déformé au point où vous voulez
on conditionne même votre réflexion. Parce que vous voulez agir en fonction de ce que disent les autres. Mais on doit agir en fonction de nos réalités sociologiques. On doit agir en fonction de nos réalités. Voilà pourquoi je dis, moi, à mon humble avis, moi, je pense si aujourd'hui on a des recettes supplémentaires, s'il y a un secteur où il faut mettre plus de moyens, je dis, il faut encore aller plus loin. C'est franchement les secteurs sécuritaires. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que l'enjeu est de taille, les besoins sont vraiment multiples. Chez nous, je dirais, notre existence est conditionnée par cet élément, par l'élément sécuritaire. Et je dirais même tous les États, mais chez nous singulièrement. Pourquoi? Parce que l'État est né comme c'est le Viatan pour réguler la paix, réguler pratiquement la sécurité, tout ça. Mais chez nous, c'est un besoin qui s'est fait aujourd'hui primordial. Merci beaucoup, professeur Eddy Eni. En tout cas, on va prendre la dernière tour de parole chacun. Et on va clore l'émission parce que le temps nous est compté, le temps nous est limité. Il y a d'autres programmes qui sont prévus juste après le nôtre. Alors, deuxième thématique, messieurs, dames, RDC. Est-ce que le processus électoral demeure irréversible? Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2023. Il nous reste pratiquement 2 mois et 8 jours pour que nous allions voter les futurs dirigeants donc, du pays. Alors, dans le contexte actuel, eu égard à toutes les considérations qui ont été faites par-ci par-là, et eu égard au déroulement du processus électoral, eu égard au déploiement du matériel à travers le pays, eu égard aux infrastructures et à toutes les réalités qui peuvent s'en suivre, eu égard aux contestations déjà du déroulement de ce processus électoral, eu égard à ce qui se raconte au niveau international, le problème qui, comme l'a dit l'ambassadrice des USA, problème d'inclusivité, problème des droits de l'homme, problème de traque de certains, entre guillemets, journalistes et opposants politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le processus électoral est-il irréversible ou bien on doit prendre en compte ces considérations que je viens d'énumérer pour dire qu'il faut trouver un nouvel appât? Monsieur José Kaniki, à vous. J'aimerais rappeler humblement déjà à l'ambassadeur des États-Unis par rapport à l'inclusivité, par rapport aux droits de l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec lui qu'il faut qu'il y ait droits de l'homme, ainsi de suite. Mais je lui rappelle tout simplement qu'actuellement, Donald Trump est dans les méandres de la justice. Nous n'avons pas crié qu'au niveau des États-Unis, là-bas, il n'y a pas de droits de l'homme. Au contraire, Donald Trump est en train de crier tous les jours que c'est une justice inféodée. Donc, arrêtons un peu cette manie de chercher, de vouloir toujours donner des leçons. C'est présenter en donneur de leçons. Au-delà de ça, je félicite déjà la CENI. Pourquoi? Parce que de personnalités politiques comme M. Muzito ou même de l'ensemble de l'opposition pensaient qu'il n'y aurait pas eu organisation des élections. Mais aujourd'hui, la CENI a prouvé que le processus des élections est irréversible. Voilà pourquoi d'ailleurs, et l'opposition, on peut dire dans son ensemble, et la majorité au pouvoir, et même la société civile, comme des personnalités comme celui qu'on appelle le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix réparateur des femmes, tous, on est là vers les élections. Maintenant, au-delà de tout, il y a des candidatures fantaisistes comme celle de certaines personnes que je n'aimerais pas citer les noms ici. Je prends pour exemple un set Kikouni, c'est une candidature fantaisiste pour moi. Mais au-delà de ça, il y a des candidatures ou bien des candidats qui ne sont là que pour préparer la contestation, pour crier vérité des urnes après, pour crier qu'il y a eu tricherie à gauche, telles que des personnalités comme Muzito et M. Fayoulou. Mais il y a encore des candidatures valables. Pourquoi je l'ai dit? Tout simplement parce que ils ont un bilan à présenter. Ils ont des réalisations sur terrain. Et ça, c'est bien sûr la candidature du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concluez. Merci beaucoup. J'ai conclu. Merci beaucoup, monsieur José Kadiki, au cadre de l'ACP. Alors, monsieur Ngashi,
À votre niveau, qu'en pensez-vous? Est-ce que doit-on demander une certaine mise à pied ou mettre ensemble tout le monde sur les termes de ce processus, comme l'a demandé M. Fayoulou, qui demandait à la SADC de pouvoir réunir les opposants ou les acteurs, les parties prenantes pour baliser le chemin à une élection qui soit crédible, acceptée de tous, ou nous devons y aller malgré tout? Malgré tout, pourquoi? Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'incident, qu'il n'y a pas d'obstacle et que la voie est libre. Toutes les revendications jusqu'ici portées par certains de nos frères de l'opposition se sont avérées être des cache-misères véritablement. Les cas par exemple de M. Martin Fayoulou qui a dit qu'il ne participerait pas à ces élections avec ses bureaux, avec cette Cour constitutionnelle, avec ce fichier électoral non audité à nouveau, dans les mêmes conditions qu'il a interdit à ses candidats députés nationaux et provinciaux de déposer leur candidature. Curieusement, il dépose sa candidature. Dans les mêmes circonstances, rien n'a changé. Ça, c'est de la comédie et de la théâtralisation de la scène politique congolaise. Les gens ont compris que des gens comme de Fayoul, je ne vais pas faire le fictisme sur sa personne, n'étaient pas préparés pour affronter cette compétition électorale, à cause notamment de leur crise de personnalité. Ce sont des gens qui ont refusé pendant tous ces temps de condamner l'agression rwandaise. Ce sont des gens qui n'ont pas été solidaires à la République démocratique du Congo. On a compris véritablement pour qui ils roulaient finalement. Et pour ne pas recevoir une chicotte lors de la compétition électorale, ils ont créé des faux fuyants, des cache-misères, des revendications tapageuses à longueur de journée, des revendications interchangeables. Ils viennent avec une proposition le matin, une autre le soir, une revendication, et ainsi de suite. De telle enseigne que même la CENI avait du mal à les comprendre. Monsieur Héritier Ngashi, je prends les paroles de certains opposants que nous recevons ici, qui rappellent les discours du président Tshisekedi à l'époque, président du Rassol. Il disait qu'il n'a pas confiance en cette CENI de Kadima. Aujourd'hui, c'est le même discours que... CENI de Nanga, pardon. Alors il faut être comme Félix Antoine Tshisekedi, qui n'avait pas confiance à Nanga, mais il a été élu et déclaré victorieux par ce même Nanga. C'est ça aussi, être grand, être capable de déjouer les pièges vous tendus par votre adversaire. Nous sommes en politique. Si ces gens estiment qu'ils n'ont pas confiance à la CENI, alors ils doivent mettre des garde-fous. Pour finir. Des garde-fous pour surveiller, contrôler les agirs de l'actuel président de la CENI pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Pour finir, l'opinion, une partie de l'opinion pense qu'on risquerait de tomber dans ce qu'on a vu avec Nanga, qui a fait des révélations selon lesquelles il y aurait eu un accord. D'abord, s'agissant de... Alors, est-ce que nous ne risquons pas de tomber dedans? D'abord, s'agissant de Corneille Nanga, c'est une personne ridicule qui devait se taire à jamais. Vous savez que nous avons proclamé les élections, il a proclamé les élections du président de la République ici en RDC, sans que nous sachions combien Martin Fayoulou avait obtenu au Nord Kivu, ni au Sud Kivu. Sans compiler. Non, nous sommes politiques. Il y a ce qu'on appelle l'arithmétique politique. Nous voulions voir dans quelle circonscription, dans quel camp nous avons fait les scores les moins efficaces pour que nous réagissions nos politiques, nous réagissions notre marketing politique. Mais nous ne le savions pas. Parce qu'il y a un monsieur Nanga qui était en réalité un véritable kamikaze au niveau de la CENI. Il a révélé sa vraie nature maintenant qu'il était au service du Rwanda. Savez-vous que Corneille Nanga se trouve dans une résidence pompeuse de Kagame à Kigali? Merci beaucoup, monsieur. Il fait toutes ces révélations à partir de Kigali. Des révélations qui viennent de Kigali n'ont aucun sens et aucune considération. Merci beaucoup, monsieur Héritier Ngashi. Professeur Edien, on termine avec vous. Vous, opposants, est-ce qu'aujourd'hui le processus électoral est irréversible? D'abord, moi je suis des sciences sociales, comme mon ami Héritier. Je pense que chez nous, on ne peut pas parler d'un processus irréversible. Ça ne se dit pas. Parce que les faits sociaux sont totaux et globaux. Hein? Et ces faits
change en fonction pratiquement des éléments en présence. Aujourd'hui, une guerre... Il y a des règles établies. Il y a des règles établies, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, il y a des règles établies, oui. Mais il y a aussi des faits surprenants qui peuvent aujourd'hui remettre en question tout ce qui a été préparé. Voilà pourquoi je dirais... Ce sont des cas de force majeure. Ce sont des cas de force majeure qui peuvent arriver. Ce sont des exceptions. Oui, ce sont des exceptions, mais il faut toujours... Il faut éviter des concepts à problème. Maintenant, là j'arrive. Vous faites une analyse sur une situation. S'il vous plaît, j'arrive. Ça, c'est pas la science, professeur. S'il vous plaît, j'arrive, s'il vous plaît. Héritier. Héritier ne m'amène pas là, parce que là, je vais encore... J'arrive. Vous allez quoi? Nous parlons du processus irréversible. Jusqu'à la preuve du contraire, sur le plan technique, il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes parce que le gouvernement, la CENI, n'a pas encore... Quel problème? Oui, je parle des problèmes techniques parce que aujourd'hui, quant à la logistique, si la CENI n'a pas encore eu l'ensemble de matériel voulu pour organiser ces scrutins ou ces différents scrutins, parce que il y a du matériel encore à commander, non seulement à commander, mais il faut aussi dispatcher le matériel. Nous sommes en RDC, un État plus grand que pratiquement 80 fois la Belgique. Donc il faut dispatcher, qui n'est pas connecté, qui a des problèmes d'infrastructure, de base même, qu'il faut juste dispatcher ça et là. C'est un problème. Jusqu'à la preuve du contraire, le même Kadima nous a dit que je suis en train de financer ces opérations, d'autofinancer ces opérations. Les mêmes Kadima. Donc j'ai dit, je suis de ceux qui pensent que les processus peuvent aboutir. Peut aboutir jusqu'à la fin. Je suis de ceux qui pensent cela. Mais comme un médecin de la société, je ne peux pas, mort du cul, souligner que ce processus est irréversible. Non. Parce qu'il y a encore, surtout que je me retrouve dans un contexte sociologique qui est pratiquement le nôtre, où il y a encore des contraintes techniques, logistiques à élaguer. Il y a même des contraintes financières que l'on est juste obligé de faire face. Si ces contraintes ne trouvent pas satisfaction, quelle sera la formule? La formule, si aujourd'hui, au cas où le régime de mes amis en face n'arrivait pas à organiser les élections dans les délais constitutionnels, moi je vais emprunter les mots du candidat Félix Tshisekedi en 2016-17 qui nous disait que Kabila doit partir et on ne veut pas de transition. Et on va vous répondre comme Kabila vous répondez. Un professeur d'université s'appuie sur les propos d'un ancien candidat président de la République, mais pas plutôt l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est grave, professeur. C'est grave pour la science. Tu fais le juridisme. C'est la science. Merci parce que tu fais le juridisme et c'est un peu cher pour nous des sciences sociales. Merci parce beaucoup. que les dires d'un candidat dont vous dites là, pour nous relève de faits analysés. Et sont supérieurs à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui consacre la continuité de l'État. À établir des règles. Voilà pourquoi chez nous, nous parlons mais ces règles sont établies de par qui? l'avance sociologique que tu ne maîtrises pas. Quelle est la règle? Voilà. Merci. Voilà c'est une pourquoi. prétention. Juste chez nous, nous parlons des labos. Et ces labos ne mettent en exergue que de faits. De fait, on fait même des déclarations, le genre discursif de nos acteurs. Ce débat a été résolu. Ce débat a été clos par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et dégager des règles. Merci là, beaucoup. peut-être. Les propos des candidats présidents de la République ne sont pas supérieurs à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le débat de la rue a laissé place à un débat institutionnel qui est consacré. Tu fais le consacré. juridisme que je ne ferai jamais. Merci beaucoup. Que je ne ferai jamais. Pour moi, la société est fonction de faits sociaux. Et toi, tu fais la rue tout simplement. Absolument. Bon, je comprends quand tu es des gentils qui tuent ce pays, gentils de la rue et tu te quedes de la rue, je comprends un peu. Ça vous faites. Je comprends ce que vous faites. S'il vous plaît. Je comprends ce que vous faites. Vous êtes un professeur d'université quand même. S'il vous plaît. Non, on conclut par là. Au devoir d'exemplarité. On conclut par là. Je dis ça. Peut-être tellement qu'ils viennent de la rue, ils peuvent dire ça. Non. Ne vous fâchez pas. Non,
Non, j'ai dit ça. Parce que lorsqu'on met de la rue, on ne peut pas maîtriser le fait et les analyses de vrais labos et que l'on veut s'inscrire dans... Bon, en fait, je comprends pour aujourd'hui. La science exige la modestie. S'il vous plaît. La science exige la modestie, professeur. Vous n'avez pas les monopoles des connaissances. S'il vous Vous plaît. n'avez pas les monopoles. Non, je prends la parole. Je reprends la parole, s'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat ici, c'est moi qui donne la parole. Et je vous annonce que l'émission d'aujourd'hui est terminée. S'il vous plaît, nous sommes tenus au devoir d'exemplarité, nous qui passons à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, nous devons être élégants, exemplaires. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.